Bonjour tout le monde, bon matin. Merci beaucoup à Concertation Montréal et à 100 degrés pour l'invitation de venir vous parler ce matin. Je suis la coordonnatrice du Conseil du système alimentaire montréalais. Puis juste pour vous donner une idée de ce que c'est, le Conseil SAM a pour vision d'assurer à l'ensemble de la population montréalaise accès à une alimentation saine, de proximité, abordable et diversifiée, et ce, dans une perspective de développement durable. Donc, notre approche est celui-là. Pour commencer la conférence de ce matin, je voudrais parler un peu de la définition d'un circuit court, une des définitions qui est basée sur la notion géographique d'un circuit court. Donc, on peut penser que dans le temps, il n'existait que des circuits courts, dans le fond. C'était vraiment le mode de vie préconisé un peu partout dans le monde, où sur un territoire partagé, les gens produisaient et consommaient tout dans un seul endroit. Et il y avait des espaces, autant des communes que des marchés, pour permettre l'échange, l'achat, la vente ou l'échange des différents produits du terroir. Je vais vous raconter une petite anecdote parce que la notion de partage est très importante quand on parle de circuit court sur une base géographique. Mon père est né dans Saint-Saunier-sous-Avranches, en Normandie. Puis dans les années 40, sa famille, qui était une famille d'agriculteurs, il partageait avec les autres familles de la région un alambic pour produire le calvados. Puis il y avait tout un système qui était en place pour partager cet outil-là, donc qui avait droit à l'utiliser à tel moment et qui avait l'obligation de le transporter pendant la nuit au prochain fermier, parce qu'à ce moment-là, c'était en fait illégal de produire le calvados de cette manière. Mais on sait que, il y a eu beaucoup de changements avec le temps. On a pris le goût d'une grande variété de produits avec le café, le thé, le sucre et bien d'autres produits, pas seulement alimentaires. Les gens ont commencé à voyager et prendre le goût de consommer des produits qui venaient d'un peu partout. Et encore là, avec le développement technologique, on s'est donné les moyens de soutenir une logistique de transport de marchandises partout dans le monde qui nous permet d'avoir accès à une grande variété de produits qui proviennent d'un peu partout, en quantité extraordinaire et beaucoup basée sur une économie de pétrole, avec les effets que ça donne, qu'on connaît bien en ce qui concerne l'augmentation des gaz à effet de serre, etc. Donc, un des effets, on peut dire positif, de cette mondialisation, c'est qu'on a maintenant une grande variété de choix dans les produits qu'on peut se procurer. Et quand on pense au changement qui s'impose pour faire le virage vers un développement plus durable, on doit penser à ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Est-ce qu'on est prêt à s'en passer de cette variété? Et faut-il se passer d'une variété de produits si on veut revenir à un mode de production qui est basé sur les circuits courts? Il y a une autre définition des circuits courts qui est celui de nombre limité d'intermédiaires. Je vous ai parlé de mon père, maintenant une petite anecdote de ma mère. Ma mère vient du nord du Manitoba, dans un petit village qui s'appelle Flin Flon, à côté d'un village autochtone qui s'appelle Le Pas. Nous, on a grandi en Ontario, puis quand nos mocassins devenaient usés, ma mère prenait le téléphone fixe, puis elle appelait Joe Le Pas. Il disait, Joe, mes filles ont besoin de mocassins. Joe disait, d'accord, ce que vous allez faire, moi je fonctionne pas avec les taille 8, taille 9, prenez un feuille de papier, tracez les pieds de vos filles sur ce bout de papier-là, envoyez-moi-le. Moi, je vais fabriquer les mocassins, je vous les enverrai et ensuite, quand vous aurez le temps, vous m'enverrez le chèque par la poste. Donc, on voit que même si la distance parcourue de ces mocassins était très longue,
et il y avait un seul intermédiaire, c'était Post Canada, entre celui qui produisait et celui qui achetait. Puis ce qui est important de retenir ici avec cet exemple, c'est la notion de confiance. Ma mère avait confiance que Joe allait produire et envoyer des mocassins avant Noël, par exemple, pour le temps des fêtes. Et Joe, il avait confiance que après qu'il avait livré la marchandise, que ma mère allait bel et bien envoyer le chèque pour payer pour ses achats. On a beaucoup de problèmes de confiance actuellement avec nos modes de consommation, avec ce qui n'est pas des circuits courts. On se demande parfois quels pesticides, par exemple, ont été utilisés dans la production des aliments qu'on consomme, surtout quand on les fait importer d'autres pays qui n'ont peut-être pas les mêmes normes que nous dans la matière. Avec les produits ultra transformés qui sont produits par des corporations internationales, on ne sait pas trop parfois qu'est-ce qu'on est en train de se mettre dans la bouche. Il y a tellement de produits qu'on ne reconnaît pas, des produits chimiques et tout. C'est très difficile de comprendre, donc on n'a pas la confiance forcément que ce qu'on mange est sain pour nous et pour nos enfants. Et aussi, les conditions de travail ne sont pas partout pareilles et il y a des questions éthiques qu'on se pose au niveau de mode de production des choses qu'on achète ici quand c'est pas contrôlé par nos normes de travail. On peut penser aux abattoirs, on peut penser aux sweatshops, des gens qui travaillent dans les usines un peu partout dans le monde. Donc, là où on est rendu maintenant, on sait qu'on ne peut pas juste revenir en arrière. On est habitué à certaines variétés de choix. On a aussi pas l'intention de revenir complètement dans le passé. Donc, comment est-ce qu'on peut quand même regarder ce qui se faisait avant pour s'inspirer pour le virage du développement durable sur le plan économique, social et écologique d'aujourd'hui? Donc, je vous rappelle, il y avait la notion de partage qu'on avait regardé. Il y avait des ressources et des structures qui étaient partagées. Donc, non seulement l'alambic, mais le moulin, le four, où est-ce que les gens pouvaient transformer les produits avant de les mettre en vente. Ici, à Montréal, on peut penser à maintenant des serres communautaires qui sont à côté des jardins communautaires où ça nous permet de produire des aliments localement. Et plus que ça, avec la technologie qui soutient à la fois cet transport mondial de marchandises, mais ça peut aussi servir à mettre en place des systèmes dans nos quartiers de partage qui nous permettent de développer nos circuits courts. Donc, je vous donne l'exemple ici de la Cantine pour tous. Alors, la Cantine pour tous, c'est une plateforme, une entreprise qui identifie dans un quartier des ressources qui existent, par exemple des cuisines ou des espaces d'entreposage qui ne sont pas utilisés à pleine capacité et font un jumelage entre les organismes qui ont investi dans ces infrastructures-là avec d'autres organismes qui voudraient, par exemple, augmenter leur capacité de production, mais qui n'ont pas les ressources pour le faire. Donc, ils vont mettre en place ces deux organismes-là pour permettre le développement d'un circuit court pour la production, par exemple, des aliments ou des repas qui sont servis dans les écoles ou dans les centres de personnes âgées. Je voudrais aussi parler un peu de développement social et revenir à la notion de confiance. Donc, il faut qu'on ait confiance qu'on va être capable de produire, en fait, de subvenir à nos besoins, de se nourrir avec ce qu'on est capable de produire ici. Et pour faire ça, on peut revenir encore une fois au savoir traditionnel du territoire. Donc, ici, je vous montre l'exemple des trois sœurs, donc le maïs, les courges et les haricots, qui faisaient partie de l'agriculture de base des Premières Nations. Donc, on sait que c'est un mode de production qui nous donne des aliments nutritifs dont nous avons besoin. On peut aussi penser à la confiance qu'on a pour se nourrir dans le sens de la cueillette. Donc, combien de gens ici pourraient aller sur le Mont-Royal et cueillir des champignons, puis avoir assez confiance dans leur savoir-faire de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Je pense
2, 3, c'est quand même 4, OK, c'est quand même impressionnant, mais ça ne représente pas, disons, la majorité de la population. Donc, encore là, on peut aller puiser dans les savoirs traditionnels pour avoir une meilleure confiance dans notre capacité de se nourrir. Et finalement, il y a toute la question de proximité, de nombre d'intermédiaires réduite, où on peut avoir une relation de confiance avec ceux qui produisent nos aliments. Par exemple, le réseau d'agriculture soutenu par la communauté, les fermiers de famille, ou des marchés de proximité où on va apprendre à connaître les producteurs, faire confiance à ceux qui produisent et qui sont disponibles aussi pour répondre à nos questions et recevoir nos plaintes quand on n'est pas tout à fait satisfait de quelque chose qu'on a acheté. Je reviens à la question du choix. Donc, on a vu tantôt un rayon de magasin avec un nombre incroyable de produits. Bon, ici, si on fait de virage, parfois, on va avoir peut-être moins de choix. C'est beaucoup de courges, c'est beaucoup de soupe de courges que vous allez consommer si vous faites ce virage-là. Par contre, on sait que, par exemple, on sait qui a produit ça, dans quelles conditions, dans le respect de quelles normes. Et ça vaut quelque chose qui vient équilibrer peut-être le manque de choix qu'on aurait ou de diversité de produits qu'on pourrait avoir. Mais encore là, il y a dans l'aspect de développement économique durable aussi, avec des circuits courts, une possibilité d'aller chercher plus de choix aussi. Ici, je vous donne des exemples de produits qui sont consommés à Montréal par la communauté africaine, qu'on achète souvent sous forme congelée ou séchée, qu'on fait importer d'autres continents. Par contre, ces produits-là, on pourrait parfaitement les faire produire ici. Ça, c'est l'amarante, le manioc et le hibiscus. Ce sont des plantes qu'on peut faire pousser dans les serres pour certains et pour d'autres carrément dans nos jardins. Donc, on peut explorer ces avenues et les possibilités de commercialisation aussi. Ici, je vous donne des exemples de plantes que normalement n'étaient pas cultivable ici dans la saison courte que nous avons, mais grâce à l'initiative d'un homme qui s'appelle Amidou Maïga de Amidou Horticulture, il est allé au Collège agriculturel de Saint-Hyacinthe pour développer des variétés de ces plantes-là avec une plus courte de saison. Donc, on peut faire la récolte dans la saison qu'on vit ici à Montréal, et donc des aubergines africaines et des piments habaneros qui normalement seraient importés encore une fois, mais qu'on trouve qu'on peut produire nous-mêmes ici. Et le dernier exemple que je vais vous donner d'un développement économique intéressant, c'est inspiré de la cuisine scandinavienne, où on voit ici le restaurant Noma à Copenhague, où ils ont été choisis comme le meilleur restaurant au monde pendant 4 années, je crois, basé sur le fait qu'ils avaient utilisé des produits du terroir pour développer une cuisine qui était unique dans le monde. Alors, nous aussi, on a des gens qui travaillent dans ce sens ici. Je donne l'exemple de l'entreprise Arrivage qui met en relation les gens qui font la production des melons d'Oka, donc qui font la cueillette d'autres produits du terroir, et qui les met en contact avec les restaurateurs d'ici pour produire une cuisine particulière au territoire montréalais. Donc, pour résumer, les circuits courts, quand on met en place des systèmes de partage et qu'on est capable de créer des relations de confiance entre les producteurs et les acheteurs, bien, ils deviennent des leviers de développement écologique, social et économique. Merci.